Ça y est. Là, apparemment, ils me disent que je suis en direct depuis 10 secondes. Et vous ne m'avez toujours pas vu. Oh, vous me voyez? Ouh. Ça marche? Par ma part, Romain. J'ai devant moi. Ah, je vois Lisiane Marlois qui m'envoie un petit coucou Alexandra. Oui, d'accord. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous m'entendez sans WhatsApp? Est-ce que vous m'entendez comme ceci? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Ok. Oui, oui. Ah ben là, apparemment, oui, non? Alors, tu devrais l'entendre là, hein. Oui. Comment je... Mais Ça va? Ça marche? Je peux y aller? Ok, ça va. Ok, parfait. Je vais juste arranger un petit détail technique avec mon mari. Tu veux bien prendre le câble pour rebrancher mon téléphone? Parce que je n'ai plus que... Voilà. Donc si tu pouvais essayer de le oui, ça brancher va, ça là va, en ça va. dessous Fracasse, sans fracasse, oui. défaire ce que Oui. je fais ici. Je laisse ça là-bas. Voilà, bonjour tout le monde et désolé pour ces problèmes techniques. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Alexandra Belaïev et j'ai été professeure pendant une vingtaine d'années dans le domaine de la biologie moléculaire à l'université de Mons en Belgique. Donc, je suis retraitée maintenant depuis 5 ans, mais je continue toujours évidemment à m'intéresser à la FSHD. Alors je vais refaire un petit topo. Donc la personne que vous voyez circuler derrière moi, c'est mon mari, qui très gentiment assure une petite aide technique. Là, il va brancher mon téléphone pour qu'il ne tombe pas en panne parce que en même temps que Facebook, je suis connectée sur WhatsApp avec Pierre Lorient et Sandrine Villet qui vont résumer les questions que vous allez leur envoyer. Et donc, ils vont un peu condenser les différents thèmes des questions auxquelles je répondrai à la fin de cet entretien. Alors, donc, on va commencer par la base, c'est-à-dire que notre corps est constitué d'un très très grand nombre de cellules et à l'intérieur de chacune de nos cellules se trouve le noyau qui est la bibliothèque centrale dans laquelle se trouvent toutes les informations pour fabriquer tout ce qui constitue chacune de nos cellules et l'entièreté de notre corps. Alors pour simplifier, on va s'intéresser au fait que dans ce noyau, donc cette bibliothèque centrale, se trouvent les chromosomes. Les chromosomes sont constitués d'ADN et l'ADN, vous le savez, est constitué de l'enchaînement de 4 unités chimiques que l'on désigne par leurs lettres A, G, C et T. Et comme dans la langue française, c'est l'ordre des lettres qui va définir l'information qui est portée sur les chromosomes. Et l'unité d'information s'appelle le gène. Donc le gène, c'est
l'enchaînement des lettres qui définit l'information, qui définit la recette pour faire une protéine. Donc, notre corps est constitué d'un grand nombre de cellules. Dans chaque cellule se trouve le noyau où sont nos chromosomes. Nos chromosomes, c'est l'ensemble des gènes qui portent les recettes pour faire toutes les protéines de nos cellules et de notre corps. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est une catégorie particulière de protéines que l'on va appeler les chefs. Ces protéines, on peut les comparer à des gâteaux. Donc les gènes, ce sont les recettes pour faire les gâteaux qui sont les protéines. Et une de ces protéines, un de ces petits gâteaux dans nos cellules, est particulièrement importante parce qu'elle agit comme un chef. Donc nous avons un gâteau chef, une protéine gâteau chef, qui peut donner l'ordre à toute une série de gènes, donc à toute une série de recettes pour d'autres protéines, d'être utilisées à un moment donné dans la cellule. Et ces protéines chefs, c'est ce que l'on appelle les facteurs de transcription. Et la protéine chef qui vous intéresse en particulier, vous qui êtes atteint par la FSHD, c'est la protéine qui s'appelle DUX4, dont le gène a été découvert par mon équipe. Alors, quelle est la fonction normale de cette protéine DUX4? C'est un chef qui, au tout début du développement de l'embryon, va aller activer tous les gènes nécessaires pour faire cet embryon qui deviendra un fœtus, qui deviendra un bébé. Et donc, c'est une fonction extrêmement importante qu'a cette protéine DUX4. Elle est capable d'aller réveiller tous des gènes qui sont restés endormis pendant parfois des dizaines d'années. Vous vous souvenez comment la première cellule de l'embryon est faite? Donc, c'est la rencontre entre le spermatozoïde de votre papa et l'ovule de votre maman. Et donc, cette rencontre va créer la première cellule de l'embryon, qu'on appelle le zygote. Et cette première cellule, tous ces gènes sont endormis. Et les gènes de la mère dans l'ovocyte, dans l'ovule, étaient endormis. Les gènes du papa dans le spermatozoïde étaient endormis. On n'avait pas besoin qu'ils fonctionnent. Une fois que le spermatozoïde a rencontré l'ovule de la maman, créé la première cellule, eh bien, il faut que tous ces gènes se réveillent pour fabriquer les protéines qui permettront à la cellule de se diviser. Et elle va se diviser une première fois, ça fera 2 cellules. Chacune va se diviser, ça va faire 4 cellules, 8, 16, 32, 64, etc., jusqu'au très très grand nombre de cellules qui constituent le bébé complet au moment de sa naissance. Et donc le rôle de DUX4, cette protéine qui vous cause tellement de soucis dans la FSHD, son rôle normal, il est fondamental pour que les gènes du zygote se réveillent, pour que les gènes de l'embryon se réveillent, et pour arriver à fabriquer toutes les protéines nécessaires pour faire le bébé. Alors, la fonction de DUX4 doit s'arrêter normalement à ce moment-là. Le gène DUX4 doit arrêter de fonctionner, il doit arrêter de donner l'ordre de fabriquer la protéine dont il porte la recette. Et malheureusement, dans le cas de la FSHD, cet arrêt normal du gène DUX4 ne s'est pas produit et le gène DUX4 est actif dans vos muscles, dans vos cellules de muscles. Et donc, ce qu'il va aller faire dans vos cellules de muscles, c'est aller activer des gènes qui, normalement, ne sont actifs que dans l'embryon. Et vous imaginez bien qu'un muscle ne ressemble pas à un embryon et que, par conséquent, les protéines qui seront fabriquées dans vos muscles ne seront pas du tout adéquates pour faire une fonction de muscle, que le muscle se contracte. Et donc, les muscles vont réagir de manière particulière à cette série de protéines d'embryons qui apparaissent dans le muscle, et le muscle va progressivement se détruire. Donc, comment peut-on envisager des traitements pour la FSHD? L'idée, c'est qu'il faudrait arriver à empêcher cette protéine DUX4 d'être produite, ou bien arriver à empêcher cette protéine DUX4 d'aller réveiller tous les gènes d'embryon, ce que DUX4 va naturellement vouloir faire. Alors, il y a une série de stratégies thérapeutiques, disons potentiellement thérapeutiques, qui sont développées par des chercheurs un peu dans le monde entier. Alors, on peut d'une manière générale dire que
ces stratégies peuvent se cibler différents niveaux. Il y a des chercheurs qui vont essayer d'empêcher le gène DUX4 d'être activé et donc empêcher la production de la protéine DUX4. Alors dans ces catégories-là vont se trouver les gens qui vont changer la structure du gène, la manière dont ce gène est emballé dans l'ADN. Donc ça, je ne vous en ai pas parlé. Donc je vous ai dit, l'ADN, c'est une grande chaîne faite par la succession de 4 types de maillons de base qu'on appelle A, T, C et G. Et c'est l'ordre de ces lettres qui définit la recette portée par le gène sur l'ADN. Mais cet ADN, il est emballé dans des protéines. Et donc cet emballage, c'est ce que l'on appelle la chromatine. Donc les protéines associées à l'ADN, ça constitue la chromatine. La chromatine peut avoir 2 structures. Soit une structure complètement fermée, et à ce moment-là, le gène ne peut pas être actif, sa recette ne sera pas utilisée pour fabriquer une protéine. C'est ce qui se passe normalement pour le gène DUX4 dans un muscle chez l'adulte. Le gène DUX4 est présent, mais son emballage de chromatine est tellement compact qu'il ne peut pas fonctionner. Et donc la protéine DUX4 n'est pas fabriquée dans le muscle d'une personne qui n'est pas malade. Dans le cas de la FSHD, cette chromatine a une structure différente, elle est dite ouverte, et donc comme ça se passe dans l'embryon, où le gène DUX4 doit normalement être actif, eh bien cette chromatine est ouverte, le gène DUX4 peut être activé et la recette de protéine qu'il porte peut être utilisée par la cellule pour faire la protéine toxique DUX4. Donc certains chercheurs essaient d'agir au niveau de la structure de cette chromatine pour la refermer dans les muscles FSHD. Donc l'erreur, c'est que dans les muscles FSHD, cette chromatine est ouverte, l'action du médicament que l'on recherche va être d'aller fermer cette chromatine pour empêcher le gène DUX4 d'être fonctionnel. Et donc plusieurs stratégies existent à ce niveau-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu difficile à expliquer sans avoir des petits dessins pour vous expliquer ça, mais vous avez sûrement tous entendu parler d'un système de correction des gènes assez extraordinaire qui s'appelle le système CRISPR-Cas9. Et donc, en utilisant ce système-là, des chercheurs d'une université du Nevada, l'équipe de Peter Jones, qui est d'ailleurs un des membres du conseil scientifique de AMI-FSH, donc des chercheurs de chez Peter Jones, ont utilisé ce système pour apporter au niveau du promoteur, donc du début du gène DUX4, une protéine qui va aller fermer la chromatine. Et donc, ils ont réussi en culture de cellules à montrer qu'ils pouvaient apporter cette protéine qui va fermer la chromatine dans des cellules de muscles FSHD et empêcher la production de la protéine DUX4. Et donc ça marche très bien en culture de cellules. Le souci est de voir maintenant si on va pouvoir faire ça sur un animal complet, par exemple un modèle de souris dans laquelle des chercheurs ont inclus le gène DUX4 pour le faire fonctionner au niveau des muscles. Donc ça, c'était la première catégorie d'intervention pour essayer d'empêcher la production de la protéine DUX4, c'est travailler au niveau de la structure de la chromatine de ce gène-là. Alors, une deuxième catégorie de stratégie va être d'essayer d'empêcher la protéine DUX4 d'avoir son activité normale. Et donc, son activité qui consiste donc à activer des gènes. C'est ça qui la rend toxique dans les cellules de muscles, c'est que DUX4 va activer des gènes de l'embryon. Et donc, parmi les nouveautés à ce niveau-là, il y a des chercheurs qui ont travaillé en collaboration avec l'équipe de Michael Kaiba aux États-Unis. Et donc, ils ont trouvé des espèces de petits masques, période de corona oblige, voilà l'image qui me vient à l'esprit, des espèces de petits masques qui vont pouvoir aller se coller sur la protéine DUX4 et empêcher d'aller se lier sur les gènes d'embryon qu'elle active normalement.
Donc cette protéine DUX4 masquée ne va plus pouvoir fonctionner. Et ces masques portent un nom particulier, on les appelle des aptamères. Et voilà, je ne vais pas vous expliquer en quoi ça consiste, mais disons que c'est quelque chose qui a déjà été utilisé pour masquer, bloquer d'autres protéines chefs comme DUX4. Et notamment, il y a des pommades qui existent pour aller bloquer une protéine particulière qui s'appelle NF-κB dans des maladies de type eczéma. Et donc ça, c'est une approche qui est fort intéressante également. Et puis une autre stratégie qui était proposée, c'est une équipe anglaise cette fois-ci d'une chercheuse qui s'appelle Linda Popplewell, qui est située à Londres. Et donc elle a trouvé que dans le gène DUX4 et dans la copie de cette recette, donc là je vous ai caché ça, donc les gènes sont dans le noyau, ils doivent y rester, donc ce sont toutes les recettes pour faire les protéines, et quand une protéine est nécessaire dans la cellule, il faudra faire une copie du gène pour apporter la recette à l'endroit où la protéine va pouvoir être fabriquée, à l'endroit où le petit gâteau va pouvoir être fabriqué. Donc les gènes ne peuvent pas quitter le noyau, ils sont copiés, et les copies s'appellent des messagers. Et les messagers peuvent quitter le noyau et aller dans la cellule à l'endroit où la protéine va pouvoir être fabriquée en lisant la recette portée sur le messager. Et donc ce que Linda Popplewell a trouvé, c'est que dans le messager, il y a une structure particulière qu'on appelle un G quadruplex. Donc ça veut dire que l'ARN messager va faire des boucles particulières sur laquelle elle peut lier une substance qui porte un très joli nom, ça s'appelle la berbérine. Donc la berbérine est une substance qui est connue, qui est utilisée comme anti-inflammatoire. Et donc cette berbérine va aller se coller sur cette structure particulière sur le messager, que l'on appelle un G quadruplex, et va aller le bloquer. Et l'ARN messager aura donc un nœud en plein milieu qui va empêcher la lecture de la recette qu'il porte. Et donc, avec la berbérine, le messager DUX4 ne pourra pas être utilisé pour fabriquer la protéine DUX4. La recette portée par le messager sera illisible. Et donc, c'est une stratégie tout à fait innovante que propose l'équipe de Linda Popplewell, donc en utilisant la berbérine. Elle a testé ce système sur des cultures de cellules de muscles de patients, où ça diminue la production de la protéine DUX4 et ça diminue l'activation de ces gènes cibles, mais également sur un modèle de souris. Elle injecte dans un muscle d'une patte de souris un gène DUX4 et elle est capable, en donnant la berbérine, d'empêcher la production de la protéine DUX4 et d'empêcher les dégâts aux muscles qui sont causés par la production de cette protéine DUX4. Donc c'est une piste toute nouvelle, donc les deux articles dont je viens de vous parler ont été publiés dans les 2 mois passés, donc c'est vraiment tout à fait original. Alors une chose qui pose des soucis dans le domaine de la recherche de médicaments pour la FSHD depuis déjà de nombreuses années, c'est qu'on n'a pas vraiment un bon modèle animal de la maladie. Et donc un article tout récent vient de sortir de l'équipe de Michael Kaiba, donc dans le Minnesota, avec comme premier auteur Darko Bosnakowski, qui est une équipe qui publie régulièrement dans le domaine. Ce sont des gens qui font un travail extrêmement sérieux. Et donc ici, ils s'intéressent à un modèle de souris de la FSHD et ils démontrent dans leur publication que ce modèle reflète vraiment la progression de la pathologie chez les patients, chez les humains. Et donc, les modèles de souris qui existaient jusqu'ici avaient comme artefact de produire des trop grandes quantités de DUX4 et donc ils démolissaient complètement les muscles, ce qu'on ne voit pas chez les patients. La maladie progresse de manière très lente chez les patients et on n'avait pas de modèle animal correspondant à cette caractéristique. Et donc là, maintenant, ils ont réussi à obtenir un modèle de ce type-là. Donc, ils ont mis le gène humain de DUX4 dans la souris. Ils ont mis devant un commutateur génétique qui permet de produire la protéine à très très faible dose pendant très longtemps.
Et donc, au bout de 1 an ou 6 mois de production à faible dose de DUX4 chez ces souris, on observe la formation de dégâts au niveau des muscles, on a une atrophie musculaire et on a toutes les caractéristiques que l'on voit dans les muscles de patients. On voit notamment une diminution du nombre des petits vaisseaux sanguins à l'intérieur du muscle, ce qu'on ne voyait dans aucun autre modèle animal et qu'on voit dans la FSHD. On voit une augmentation très forte de la fibrose, donc des dépôts de fibres, un peu comme des cicatrices qui vont se mettre à l'intérieur des muscles. Ça, c'est aussi typique de la FSHD. On voit un dépôt de graisse à l'intérieur des fibres musculaires dans ce modèle de souris, comme on le voit aussi chez les patients. On voit aussi une infiltration par des cellules de type inflammatoire à l'intérieur des muscles, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que par cette étude, ils attirent l'attention sur deux propriétés des cellules qui sont associées aux muscles. Donc, il y a les cellules endothéliales, ce sont les cellules qui aident à fabriquer les petits vaisseaux sanguins à l'intérieur des muscles. Et dans leur modèle de souris, comme chez les patients, on voit une diminution du nombre de ces cellules endothéliales. Et c'est probablement quelque chose qui joue aussi un rôle au niveau de la rétine. On sait qu'il y a des problèmes de vaisseaux sanguins au niveau de la rétine chez un grand nombre de patients et qui seraient liés aussi à cette diminution des cellules endothéliales, donc les cellules qui fabriquent les vaisseaux sanguins, aussi bien dans le muscle que dans la rétine. Deuxième caractéristique, ils attirent l'attention sur un type cellulaire dont on n'avait jamais parlé jusque-là, qui s'appelle, alors je lis mon petit papier, les progéniteurs fibro-adipocytaires. Donc ce sont des cellules qui sont des précurseurs pour faire soit des fibroblastes, soit des adipocytes. Donc les adipocytes, ce sont les cellules qui fabriquent de la graisse et qui stockent la graisse. Et donc là-bas, donc aussi bien dans le modèle de souris que chez les patients, on voit une augmentation de ces cellules précurseurs des fibroblastes qui vont donner de la fibrose, donc ces dépôts qui ressemblent un peu à des cicatrices qu'on trouve à l'intérieur des muscles, et précurseurs aussi des adipocytes, ces cellules qui vont stocker les graisses, et on voit ces espèces de bulles de graisse à l'intérieur des fibres musculaires. Donc je crois que ce modèle animal va être extrêmement utile à toutes les personnes qui sont en train d'essayer de développer des médicaments contre la FSHD. Alors voilà, je crois que je vais peut-être voir s'il y a des questions à ce niveau par rapport à ce que j'ai dit ici. Alors, je ne sais pas, je vais prendre mon téléphone pour demander allô? Est-ce que oui, est-ce que vous avez des questions? Oui. Ok. Alors, donc voilà, la première question qui revient fréquemment, c'est des questions sur les essais cliniques sur l'osmatimab. Alors, je vais remettre un peu en contexte. Donc là, c'est une stratégie thérapeutique dont l'idée est de dire on ne va pas empêcher la production de la protéine toxique DUX4, mais une fois qu'elle est là, on va l'empêcher d'être toxique. Et donc, les chercheurs ont recherché, donc c'est un domaine de recherche fondamentale qui est très compliqué parce que la protéine DUX4 est capable d'aller activer toute une série de voies de signalisation dans la cellule extrêmement diverses.
Et donc, non seulement DUX4 va aller directement se lier sur un certain nombre de gènes qui sont les gènes normalement actifs chez l'embryon, puisque je vous rappelle DUX4, sa fonction normale, c'est d'aller activer des gènes dans l'embryon. Ces gènes d'embryon, il les active aussi dans le muscle, mais chacun, donc DUX4 va aller activer peut-être 300 gènes différents. Parmi ces différents gènes, certains vont porter la recette d'une protéine qui est aussi un chef, qui va aller activer toute une série d'autres gènes. Et donc, au total, on a vraiment une perturbation globale de l'expression des gènes dans les cellules. Et dans tout ce fatras de ces centaines de gènes qui sont perturbés, comment aller repérer ceux dont la perturbation est la plus méchante pour la cellule de muscle, ceux dont la perturbation est la plus toxique pour les cellules de muscle. Alors, parmi les recherches donc, de ce qu'on appelle ces voies de signalisation qui sont activées par DUX4, des chercheurs ont mis en évidence une voie activée par une protéine qui s'appelle la MAP kinase P38. Et donc, cette P38, donc 38, ça reflète la taille de cette protéine, est connue parce qu'il existe déjà dans d'autres maladies que la FSHD une certaine toxicité causée par cette protéine P38, et des chercheurs ont développé, donc la firme GSK a développé un médicament qui s'appelle le losmapimod et qui est capable d'aller bloquer cette P38. Donc ici, c'est une firme américaine a essayé de trouver quelles étaient les substances qui pouvaient empêcher une cellule de mourir quand DUX4 était présent. Et donc ça, c'est une stratégie qui est utilisée aussi par la firme Phasiotherapies. Donc toute une série d'entreprises privées ou de laboratoires de recherche universitaires utilisent cette stratégie. Ils prennent des cellules de muscles, ils activent la production de la protéine toxique DUX4 dans ces cellules de muscles et les cellules de muscles vont mourir. Leur test, ça va être, est-ce qu'on peut trouver une substance qu'on ajoute dans cette cellule de muscle et qui va l'empêcher de mourir quand DUX4 sera produit? Et donc, c'est dans ce type de stratégie que le losmapimod a été trouvé. Donc, il est utilisé, des tests cliniques de phase 1 avaient déjà été réalisés par la firme GSK, donc c'était pour une maladie, un type de rhumatisme, où finalement cette molécule n'a pas été considérée comme efficace, mais au moins elle avait été administrée à peu près 3000 humains pour voir si elle n'était pas toxique. Et donc on sait bien que cette protéine n'est pas toxique dans une certaine gamme de concentration, et donc il y a un essai clinique de phase 2 qui a démarré pour le losmapimod, qui consiste alors à regarder si chez des personnes atteintes de FSHD, l'administration de cette molécule peut avoir un effet bénéfique. Et donc les essais sont en cours, et personnellement je n'ai pas connaissance de résultats de ces effets, je sais simplement que les essais sont en cours. Alors, une deuxième question, c'était sur la firme Phasiotherapies. Où en est-elle? Donc, Phasiotherapies a utilisé cette même stratégie, prendre des cellules de muscles, activer la production de DUX4 dedans et voir si une substance particulière pourrait empêcher les cellules de mourir en présence de DUX4. Donc, dans ce type de travail, donc ça remonte déjà à plusieurs années, hein, ce sont des expériences qui prennent énormément de temps, un très grand nombre de molécules différentes sont testées, il faut ensuite quand on a repéré un médicament potentiel qui empêchait la cellule de mourir en présence de DUX4, les chercheurs vont essayer différentes concentrations de cette substance. Quelle est la concentration la plus faible qui permet à la cellule de survivre en présence de DUX4? Ensuite, ils vont regarder cette substance, cette molécule potentielle médicament, quelle est sa structure chimique? Et il y a sûrement disponible sur Internet toute une collection de dérivés de cette structure chimique. Donc avec une molécule que l'on a identifiée comme potentiellement intéressante, on va se retrouver à devoir en étudier peut-être 25 autres qui lui ressemblent, mais qui sont toutes un peu différentes. On va devoir retester toutes ces molécules et voir laquelle est la plus efficace à la dose la plus faible, laquelle va permettre à la cellule de muscle de survivre à la dose la plus faible. Et puis alors, on va pouvoir
essayer ces molécules-là chez des souris qui produisent la protéine toxique DUX4 et voir comment ces médicaments potentiels pourraient améliorer les muscles, empêcher DUX4 de détruire les muscles chez ces souris. Et donc, dans cette série de travaux, donc la société Phasiotherapies a identifié plusieurs candidats médicaments qui doivent être en cours de test. Et donc, je n'ai pas suivi récemment les avancées de Phasiotherapies, mais au dernier congrès où ils ont présenté leurs résultats, ils étaient en train de tester d'autres molécules, donc je ne peux pas vous en dire plus à ce niveau-là. Alors, Phasiotherapies est une société qui a beaucoup de transparence par rapport au travail qu'elle réalise. Et donc, si vous allez voir sur le site internet de Phasiotherapies, ils vont vous dire leurs états d'avancement régulièrement mis à jour et signaleront le jour où ils seront prêts à commencer des essais cliniques avec l'un ou l'autre de leurs candidats. Voilà, je vais reprendre Pierre au téléphone pour voir quelles autres questions il aurait à proposer. Voilà. Ok, voilà. Donc Pierre me dit donc certains, voilà les questions sélectionnées maintenant. Donc est-ce qu'il y a d'autres essais cliniques en cours concernant la FSHD pour le moment? Alors il y a eu des essais plutôt décevants, notamment avec un anti-inflammatoire qui s'appelle le ATIR 1940. Donc cet essai était dans le but de diminuer l'inflammation dans le cadre de la FSHD. Et donc malheureusement, le résultat, c'est que effectivement, ça diminue l'inflammation, mais ça n'améliore pas la force musculaire ou la fonction musculaire chez les patients atteints de FSHD. Alors là, je vais faire une petite parenthèse. Donc la protéine toxique DUX4, elle va donc démolir le muscle. Et quand un muscle est abîmé, il va pouvoir régénérer. Il doit pouvoir régénérer. Donc, chez une personne qui n'est pas atteinte de FSHD, elle se casse du muscle, et bien son muscle va pouvoir se réparer. Alors, pour pouvoir se réparer, le muscle a besoin de cellules qui interviennent dans le processus d'inflammation. Vous connaissez bien l'inflammation. Si vous attrapez là vous travaillez dans le jardin, ceux qui ont la chance d'être confinés à l'air, vous travaillez dans le jardin, vous ramassez une épine de rose dans le doigt, vous allez avoir un halo rouge et chaud qui va se former dans votre peau autour de l'endroit où l'épine s'est plantée. Donc c'est un phénomène d'inflammation. Ça veut dire qu'il y a des cellules de votre système immunitaire, donc des globules blancs qui vont venir, certains vont se transformer en macrophages, qui vont venir pour essayer de réparer l'endroit où se trouve l'épine et essayer de s'en débarrasser. Donc dans votre muscle, vous avez besoin d'inflammation pour pouvoir réparer votre muscle. Et vous avez besoin de 2 vagues d'inflammation. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'une première vague avec des cellules que l'on appelle des macrophages M1, qui sont les éboueurs. Ils vont venir enlever tous les débris de votre muscle abîmé. Et quand ce travail des éboueurs est terminé, donc les macrophages M1, vont venir d'autres macrophages qu'on appelle des macrophages M2 qui, eux, sont anti-inflammatoires, donc ils vont empêcher les éboueurs de fonctionner. Normalement, les éboueurs ont fini leur job, on n'a plus besoin d'eux. Et les macrophages M2 vont envoyer des messages, des signaux qui vont aider les cellules de muscle à se diviser et à
former le muscle qui a été lésé. Donc on a besoin d'inflammation pour réparer le muscle. Si vous mettez un anti-inflammatoire trop puissant, vous supprimez totalement l'inflammation et vos muscles ne pourront pas se réparer. Donc il faut faire très attention dans ces stratégies-là, et c'est peut-être pour ça que cette stratégie de la société Attire n'a pas fonctionné. Alors, deuxième essai de réparation donc qui va tenter de renforcer le muscle. Le muscle est atrophié, il a fondu, on va essayer de le faire regonfler. Et donc ces stratégies-là, ce sont des stratégies qui tournent autour de la myostatine. Alors la myostatine, qu'est-ce que c'est? La myostatine est une protéine qui est produite par le muscle, qui va sortir du muscle, aller circuler dans le sang, et dont la fonction est d'empêcher le muscle de devenir trop gros. Et donc c'est bien utile, par exemple, quand une femme est enceinte, avec la myostatine, son bébé n'aura pas des muscles trop gros et elle pourra donner naissance à ce bébé par un accouchement par voie naturelle. Vous savez que chez certains animaux, notamment les blancs-bleus belges, hein, les vaches et les bœufs à super musculature, ce gène de la myostatine est cassé. Donc, c'est quand les vaches de cette espèce-là ont un veau dans leur ventre, elles ne seront pas capables de donner naissance par voie naturelle parce que les muscles de ce bébé sont trop gros, elles doivent accoucher par césarienne parce que la myostatine n'est plus produite et n'empêche pas le muscle de devenir trop gros. Donc, dans les patients atteints d'FSHD, il y a de la myostatine, c'était du moins ce qu'avaient prévu les chercheurs qui ont fait ces essais-là, et ils se sont dit, si on donne une substance qui va bloquer la myostatine, on n'empêchera pas les muscles de patients de grossir. Et par conséquent, l'absence de myostatine va permettre de faire grossir les muscles et de compenser la perte de muscles qui est causée par la maladie, qui est causée par DUX4. C'était ça le raisonnement. Et donc il y a un gros essai clinique qui a été fait avec des inhibiteurs de myostatine, notamment par la firme Novartis, et malheureusement, si le muscle pouvait un peu regonfler, il ne récupérait pas sa force et son activité optimale. Alors, ces essais ont été arrêtés et il y a une publication de Julie Dumonceau, qui est une chercheuse française installée à Londres depuis quelques années, qui a très intelligemment mesuré dans le sang, est-ce que dans le sang de patients atteints d'une myopathie, il y a autant de myostatine que dans le sang de patients, d'individus qui ne sont pas malades, qui n'ont pas de myopathie. Et elle s'est rendue compte que quand le muscle fond à cause de la maladie, eh bien, il diminue la quantité de myostatine qu'il produit. Par conséquent, ça ne sert à rien de donner un inhibiteur de myostatine chez des patients puisqu'ils ont déjà très peu de myostatine à la base. Et donc, cette approche d'inhibiteur de myostatine dans les myopathies a été complètement remise en cause par cette étude faite par Julie Dumonceau. Et nous avons eu la chance, avec Camille Fessage, d'aller lui rendre visite dans son laboratoire à Londres. Et elle nous a dit que bon, il y avait quand même eu une période où elle était à la limite de devoir porter un gilet pare-balles parce que les grosses entreprises pharmaceutiques qui avaient misé sur des stratégies anti-myostatine pour les myopathies étaient très désagréablement surprises de se rendre compte que Julie avait montré que, les gars, il n'y a pas assez de myostatine dans le sang de ces patients, donc vous allez essayer d'inhiber quelque chose qui est presque pas présent, et donc vous n'allez pas vous attendre à avoir un effet. Et donc, voilà donc les essais cliniques dont j'avais eu conscience à ce niveau-là, qui malheureusement ont été fort décevants à ces niveaux-là. Alors, il y a toujours un essai clinique en cours, mais je ne sais pas si on peut encore l'appeler un essai clinique, c'est un suivi clinique qui se fait à Montpellier par l'équipe avec Dalila Laouch. Donc après avoir fait un essai clinique contre placebo, donc maintenant les patients qui ont été enrôlés dans cet essai continuent à recevoir des agents antioxydants et normalement, je crois que dans 6 mois, le suivi aura duré pour une période de plus de 3 ans et des résultats seront publiés.
Donc, il y a un petit peu des fuites qui suggèrent qu'il y a une nette amélioration chez les personnes qui sont suivies à ce niveau-là, mais on attend la publication scientifique de ces résultats-là. Donc ça, c'était la question sur les essais en cours sur la FSHD. Il y a une autre question qui concerne des essais cliniques chez les enfants. Et donc ça, c'est vraiment le point le plus délicat. On essaie tout d'abord de faire des essais cliniques chez les adultes, repérer de cette manière des médicaments qui pourraient donner de l'espoir pour améliorer la fonction musculaire dans la FSHD, empêcher la toxicité de DUX4. Et c'est seulement quand ils auront été identifiés chez l'adulte qu'il pourra y avoir des essais chez les enfants. Donc il y a quelques rares enfants qui sont suivis avec les antioxydants et qui donnent apparemment de l'espoir, mais pas d'essai, à ma connaissance en tout cas, qui se fait à plus grande échelle à ce niveau-là. Donc je retourne vers Pierre pour voir pour les autres questions. Allô Pierre? Voilà, voilà. Oui, oui, ça va, j'ai noté, ça va, ça va. Ok, merci. Voilà, après ce petit briefing avec Pierre en aparté, donc il y a des questions sur est-ce qu'il y a des recherches en cours sur les causes et les manières de contrer les douleurs avec lesquelles les patients sont malheureusement très familiers. Alors, à ma connaissance, non. Mais bon, il faut bien se rendre compte que quand un article scientifique est publié, c'est le résultat d'une recherche qui a duré en général pendant plusieurs années avant d'être rendu public. Donc il y a peut-être effectivement des choses en cours sur les problèmes de douleur, mais personnellement, je ne suis pas au courant et dans les derniers congrès auxquels je suis allée, on n'en a pas parlé malheureusement. Alors, question concernant l'intérêt des activités physiques. Et donc là, je crois qu'il y a vraiment de très grands progrès qui sont faits par l'équipe de Basil Van Engelen qui travaille aux Pays-Bas. Et donc Basil a mis en place des systèmes de motivation de patients à bouger. Et donc c'était très sympa comme système. Plutôt que de faire pédaler les gens sur un vélo en chambre, mais évidemment c'est une recherche qui est faite avant le lockdown du coronavirus. C'était une assistante sociale venait rencontrer chaque patient et discuter avec le patient ou la patiente de ses habitudes de mode de vie. Et donc progressivement, il essayait avec l'accord du patient, donc c'est vraiment très important d'avoir une motivation du patient à vouloir bouger. Tous les événements de la vie d'une journée sont détaillés et modifiés de façon à pouvoir y inclure mouvement. Donc, par exemple, le patient est abonné à un journal, c'est le facteur qui apporte le journal dans sa boîte aux lettres, eh bien, on arrête l'abonnement et le patient va aller à pied de chez lui jusqu'à l'Aubette à journaux pour acheter son journal. Et donc, il aura fait un peu de mouvement. Plutôt que de demander à son voisin de sortir le chien, mais c'est lui qui va sortir le chien. Et ainsi de suite. Et donc, on a trouvé une nette amélioration, d'abord au niveau du moral,
des patients, le fait de bouger, ça va activer la circulation sanguine, ça va activer l'oxygénation du cerveau et ça fait du bien au moral. Bon, je sais que c'est cruel de vous parler de ça maintenant en plein confinement, mais le fait de rencontrer des gens, c'est très bon pour le moral aussi. Euh, et le fait de faire fonctionner les muscles, ça va en partie contrer le phénomène d'atrophie qui est enclenché par la présence de DUX4. Et donc, vous savez bien qu'un muscle sain, on va le mettre dans un plâtre, quand quelqu'un se casse le bras, par exemple, on va mettre le muscle dans un plâtre, le muscle va fondre pendant les 6 semaines d'immobilisation par le plâtre. Et quand on va casser le plâtre et recommencer à activer la fonction musculaire, ça va être très dur au début, il faudra vraiment de la physiothérapie pour refaire gonfler le muscle. Quand le muscle est immobilisé, les protéines qu'il contient vont se faire digérer, détruire, et le muscle va fondre. Et donc, si vous avez certains muscles qui sont attaqués par DUX4, il y a des fibres qui vont mourir, et qu'à cause de ça, vous n'osez plus bouger, eh bien, vos muscles sains vont enclencher ce phénomène d'atrophie aussi, et donc vont contribuer à la pathologie. Donc, une partie de la pathologie est causée par l'activation du gène DUX4 de manière aléatoire dans un certain nombre de fibres musculaires, et une autre partie de la pathologie va être causée par l'inactivité. Et cette seconde partie-là, mais vous pouvez la modifier, vous pouvez l'améliorer en commençant à bouger. Et donc, le mieux, c'est de penser à bouger au cours de votre vie ordinaire. Il faut surtout pas bouger, faire des exercices au point d'avoir mal. Le fait d'avoir mal, c'est un signal d'alarme. Il faut surtout jamais arriver à ce stade-là. Quand vous avez mal, vous vous cassez du muscle. Et je viens de vous expliquer que la régénération musculaire ne se fait pas bien dans la FSHD, et donc il faut éviter d'en arriver à se casser du muscle. Donc, exercice physique modéré, c'est très bien. Alors, autre question, qu'est-ce qu'il en est au point de vue des compléments alimentaires? Et donc, vous savez bien, vous avez tous suivi ce qui se passe dans l'équipe de Dalila et Jacques Mercier à Montpellier. Le fait de prendre comme alimentation des fruits, des légumes de couleur vive, ça veut dire qu'ils contiennent des antioxydants. Et donc ça, c'est bon pour vous. Le fait de ne pas trop taper sur la viande rouge qui contient des pro-oxydants, hein, donc là, à éviter. Les poissons gras, ben c'est bon, ça contient des oméga 3, ce sont des acides gras qui sont anti-inflammatoires, donc ça peut être bon aussi. N'oubliez pas un petit verre de vin rouge, il y a des antioxydants dans le vin rouge, et le chocolat belge, le plus noir possible, il contient des antioxydants, et en plus il contient des substances qui sont bonnes pour le moral. Donc ça, ce sont les conseils généraux qui sont proposés par l'équipe de Montpellier. Et il y a peut-être des substances particulières qui pourraient contribuer à diminuer la toxicité de DUX4. Et donc là, il y a une étude qui a été faite par Chris Banerjee, hein, qui est un jeune thésard qui travaille chez Peter Zamit, qui est professeur au King's College à Londres, et donc qui a identifié des manques particuliers qu'il y a dans les protéines qui fonctionnent à l'intérieur des cellules de muscles atteints de FSHD. Et il existe des substances dans la pharmacopée qui, donc ce ne sont pas officiellement des médicaments, ça va être plutôt des compléments alimentaires qui peuvent améliorer ces déficits qui sont causés par la présence de DUX4. Et donc, je sais que Chris Banerjee et Peter Zamit travaillent sur ce thème et sont en train de mettre en place des essais cliniques à ce niveau. Mais je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, je n'en sais pas plus. Je sais que ce sont des discussions qui sont en cours avec des firmes qui peuvent produire ces substances-là. Et donc, bon, voilà, malheureusement, je ne peux pas vous en dire davantage. Alors, ben voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que j'avais eu comme question. Malheureusement, je suis pas très efficace dans mes réponses parce qu'on n'est pas suffisamment avancé dans le domaine des douleurs
et dans le domaine des compléments alimentaires, à part ce qui se fait à Montpellier avec Dalila. Voilà, Pierre. Alors donc cette question de Pierre revient sur le problème des enfants atteints de FSHD. Et donc c'est vraiment très difficile pour moi de parler ça. Je suis chimiste à la base, je suis pas du tout clinicienne, je suis pas médecin. Et donc je sais pas vraiment quoi répondre. Je crois qu'il faudrait probablement que Ami FSH essaie d'inviter un clinicien à venir parler plus particulièrement du cas de la FSHD infantile. Je sais qu'il y a une étude qui est lancée sur ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie. Donc comment la maladie évolue en l'absence d'intervention médicamenteuse. Et donc cette histoire naturelle est suivie chez des patients adultes et également chez des enfants. Et donc je sais que notamment le docteur Yiwen Chen qui travaille à Washington aux États-Unis suit une cohorte donc tout un groupe d'enfants atteints de FSHD et et fait des analyses au cours du temps, tous les 6 mois, au cours de plusieurs années, pour essayer de voir en quoi l'évolution de la pathologie chez les enfants peut différer de ce qui se passe chez l'adulte. Et il n'est pas possible de tester un médicament tant qu'on ne sait pas comment la maladie évolue en l'absence de médicaments pour arriver à voir clairement une différence entre quelqu'un qui a reçu le médicament et quelqu'un qui n'a pas reçu le médicament, pour voir une amélioration, pour voir un arrêt de la progression de la maladie. Donc, il est nécessaire d'avoir ces études d'histoire naturelle. Alors, je me rends bien compte que c'est une réponse extrêmement frustrante pour les parents d'enfants atteints de FSHD qui voient leurs enfants souvent très gravement atteints. Et donc, voilà, honnêtement, d'un point de vue clinique, je peux rien vous dire. Peut-être le bon sens qui, d'après ce que je vous ai dit sur les adultes, serait au niveau de l'alimentation, favoriser les antioxydants, euh, éviter l'immobilité, essayer de faire bouger les muscles dans la mesure du possible, mais toujours sans risquer de faire des douleurs. Et, euh, et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et donc conseiller à Ami FSH de proposer un entretien avec un clinicien qui se spécialise dans ce domaine-là. Voilà. Donc Pierre, je reviens vers toi. Je sais que j'ai été décevante, mais bon, voilà, je peux pas, c'est pas du tout mon domaine de compétence, quoi. Hein. Oui, 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 oui.
Oui, donc là, c'est encore une question sur le suivi de ce qui se passe à Montpellier. Donc, je disais, pour la question concernant les enfants et même les adultes, essayer de prendre une alimentation qui est riche en antioxydants. Il faut pas non plus aller prendre 15 pilules de vitamine C par jour ou des antioxydants qu'on peut acheter librement en pharmacie. Il faut faire très attention. Et c'est ça vraiment le message que Dalila ressort de l'étude qu'elle a faite et de l'étude qui est toujours, c'est que chaque personne a un profil de stress oxydant différent. Et donc, selon la personne, il faut adapter le cocktail d'antioxydants pour le personnaliser. Et donc, il ne faut pas se lancer dans la prise d'antioxydants comme ça, n'importe comment, parce qu'il faut bien se dire, c'est un petit peu comme l'inflammation tout à l'heure, le stress oxydant est nécessaire en partie pour le fonctionnement normal de notre corps. Et donc, si vous prenez des antioxydants trop puissants et que vous allez bloquer toute signalisation par du stress oxydant dans votre organisme, vous allez avoir des gros soucis de santé euh, indépendamment de la FSHD. Donc, il faut vraiment avoir un suivi par un nutritionniste, idéalement un suivi par l'équipe de Montpellier. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont faire une première prise de sang avec une analyse approfondie de votre profil de stress oxydant avant de décider quelle quantité de quel complément alimentaire antioxydant il va vous donner. Et au bout de 6 mois ou 1 an, il faut refaire une prise de sang, refaire une analyse de ce type-là. Alors, euh, je sais que c'est compliqué parce qu'il y a une liste d'attente épouvantable à Montpellier. Et donc, ce qu'on attend tous avec grand intérêt, c'est la mise en place d'un logiciel d'aide à la décision médicale qui est en développement à Montpellier. Donc, des informaticiens travaillent en collaboration avec l'équipe des scientifiques de Montpellier pour, en se basant sur les résultats d'analyse de tous les patients qui ont été suivis à Montpellier, et je crois qu'il y en a à peu près 150 au total maintenant, qui ont reçu ces antioxydants, comparés avec les analyses de sang qui ont été faites en cours de traitement de ces différentes personnes, pour déduire quelle est la quantité de quel agent antioxydant il faut administrer à chaque personne individuellement. Et donc, quand ce logiciel d'aide à la décision sera disponible, il pourra être consulté par des médecins nutritionnistes qui pourront donc se baser sur les résultats de leurs analyses, regarder dans le logiciel pour évaluer quelle quantité de quel agent antioxydant il faut donner pour faire le cocktail vraiment individualisé pour chaque patient personnellement. Donc, en attendant que ce système soit en place, vous pourriez essayer d'aller consulter un médecin nutritionniste en prenant sous le bras l'article scientifique qui a été publié par l'équipe de Montpellier sur son essai clinique, où elle indique précisément les doses qui ont été utilisées, et tout en se disant bien que l'essai en cours actuellement utilise les mêmes substances antioxydantes, mais avec des posologies adaptées à chaque personne individuellement. Dans l'essai clinique, c'était une dose standard pour tout le monde. Et donc, il y a des gens qui ont répondu très bien, d'autres pas, parce que vraisemblablement, la dose n'était pas adaptée à ces personnes-là. Et donc, le suivi de cet essai actuellement est vraiment une action individualisée de la quantité de compléments antioxydants pour chaque personne, basée sur ses résultats de prise de sang. Donc voilà, il faut encore un peu de patience pour avoir ce logiciel d'aide à la décision médicale disponible. Je sais qu'il est en cours de fabrication. Voilà, je reviens à Pierre. Voilà.
Ok. Donc là, la dernière question de Pierre. Il m'a aimablement qualifiée de pionnière en la matière de la recherche sur la FSHD. C'était une façon élégante de ne pas dire que j'étais vraiment un vieux résidu de chercheur. Merci à toi, Pierre. Donc, à mon avis, quel va être le futur de la recherche? Je crois que la découverte du modèle animal de l'équipe de Michael Kaiba, donc l'article dont je vous ai parlé, où là, avec une production de très petites doses de Dux4 pendant des très longues périodes de temps, qui reproduit vraiment le patron d'expression Dux4 que l'on observe chez les patients, ça va constituer un modèle extrêmement intéressant. Et donc, la découverte du rôle de ces cellules, ces précurseurs fibro-adipogéniques, je crois que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, dont personne n'avait vraiment parlé jusque-là, et on pourrait imaginer que des stratégies thérapeutiques pourraient cibler ce type de cellules pour éviter qu'elles produisent de la fibrose, donc cette espèce de cicatrice à l'intérieur du muscle, éviter que cette cellules deviennent des adipocytes, donc des cellules bourrées de graisse qui vont aller remplacer les cellules musculaires et forcément ne pas être fonctionnelles. Quand on veut contracter un muscle, si le muscle ne contient que des cellules graisseuses, évidemment, ça va pas marcher. Si le muscle ne contient que du tissu fibreux, donc des cicatrices, il va pas pouvoir se contracter non plus. Donc, je crois que cet aspect est vraiment quelque chose de très intéressant. Il y a aussi une nouvelle recherche dont je ne vous ai pas parlé de Chris Banerjee, de l'équipe de Peter Zamit à Londres, qui parle des lymphocytes qui sont résidents à l'intérieur du muscle, qui sont attirés dans le muscle par la maladie dans le cas de la FSHD, et donc qui jouent aussi un rôle très important apparemment dans les problèmes de dérèglement inflammatoire, le fait d'empêcher le muscle de régénérer. Donc ça, c'est aussi une piste très intéressante. Donc, je vais dire, en gros, la piste des différents types de cellules qui sont à l'intérieur du muscle. Ce ne sont plus uniquement les cellules musculaires, mais les cellules qui sont à côté, les cellules endothéliales qui vont faire les vaisseaux sanguins, ces précurseurs fibro-adipogéniques qui vont faire de la fibrose ou des dépôts graisseux, les lymphocytes, les macrophages qui interviennent dans la régénération musculaire. Et donc là, je crois que c'est vraiment une piste très intéressante, une analyse beaucoup plus fine de ce qui se passe à l'intérieur du muscle et de la manière dont Dux4 peut perturber tous ces types cellulaires. Alors l'autre aspect, c'est, je crois, et donc ça, ce sont les choses sur lesquelles travaille Frédéric Coppé, qui était ma collaboratrice principale quand j'étais chef de service, de travailler aussi sur la protéine DUX4C. Et donc, vous savez qu'à côté du gène DUX4, il y a le gène DUX4C, son petit cousin. La protéine DUX4C n'est pas toxique, elle ne va pas causer la mort de la cellule musculaire, mais elle est produite en quantité trop élevée aussi quand la chromatine va s'ouvrir et permettre l'activité du gène DUX4. L'activité du gène DUX4C va être augmentée et DUX4C peut perturber l'organisation à l'intérieur de la fibre musculaire. Et donc le fait d'avoir trop de DUX4C peut contribuer à la pathologie. Donc vous allez avoir DUX4 qui va vous tuer un certain nombre de fibres musculaires. DUX4C va rendre des fibres musculaires très grosses mais complètement déstructurées à l'intérieur. Donc ces fibres ne pourront pas se contracter normalement et donc on va pouvoir contribuer à la force du muscle. Et en plus, vous avez les dépôts de fibrose, les dépôts graisseux, tout cela va aller vous saboter les muscles, en plus de l'inactivité si vous êtes inactif, et donc il va contribuer à la démolition des muscles. Alors maintenant, au niveau des médicaments, on va avoir des médicaments qui vont empêcher la production de DUX4 et d'autres médicaments qui disent, des stratégies qui disent, DUX4 est tellement présent en faible quantité que est-ce qu'on va réussir à vraiment arriver à aller le bloquer? Si DUX4 est présent dans une cellule sur 1000,
est-ce que notre médicament va arriver à atteindre cette unique cellule sur 1000? Et donc d'autres personnes disent on va plutôt regarder quels sont les dégâts que cause DUX4, quelles sont les voies de signalisation, quels sont les gènes qu'il va activer et dont on sait qu'ils causent de la toxicité, et aller cibler ces voies-là. Et donc ça, c'est une très intéressante parce qu'il y a probablement déjà une série de médicaments qui existent pour d'autres maladies et qui pourraient être recyclés pour la FSHD parce que ils ont une action sur une partie du mécanisme de toxicité DUX4. Donc si, simplifions, si DUX4 active 5 voies toxiques, s'il existe un médicament pour une de ces voies qui a été utilisée dans une autre maladie, s'il existe un médicament pour une deuxième de ces voies qui a été utilisée dans une troisième maladie, eh bien on va peut-être pouvoir aller utiliser ces médicaments dans la FSHD pour ralentir la progression des dégâts musculaires induits par DUX4. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être aussi très intéressant comme stratégie sur le côté, en plus de ce qui se fait contre DUX4. Voilà mes idées pour le moment. Ok, voilà. Donc Pierre me dit, j'ai quarantaine de secondes pour vous faire un petit au revoir. Donc je vous remercie tous d'avoir passé une partie de votre confinement à me regarder plutôt que de regarder des dessins animés ou regarder pour la 50e fois la 7e compagnie. Je vous remercie aussi parce que c'est grâce à vous que je me suis connectée sur Facebook. C'est ma toute grande première. Je suis coachée à distance par Pierre et par ses collègues. Et donc, je découvre un nouveau monde. Et je voudrais vous dire, ben, prenez soin de vous. Dites-vous bien que si ce fichu Corona, il est méchant pour la moyenne des gens, il est encore plus méchant pour vous. Donc, protégez-vous, protégez vos proches, ne sortez pas de manière intempestive, faites bien attention à vous et j'espère vous retrouver bientôt pour une autre conférence du même genre. Voilà, je vous embrasse un peu à tous. Au revoir. Alors ça va me prendre du temps pour déconnecter parce qu'il faut que Pierre ait comment procéder. Voilà, au revoir. Alors, il y a état du streaming, configuration direct, affichage, configuration. Ah oui, arrêtez la vidéo en direct. Voilà, je l'ai. Je clique.